Partie 2. L'adolescence, le parcours aux multiples dangers. Si l'adolescence était une saison, il serait très certainement le printemps. Un éveil, une métamorphose, la chrysalide qui devient papillon, un renouveau, une naissance, une découverte. Un ciel bleu azur se chargeant de nuages lourds et obscurs, un vent capricieux et intempestif, des averses et orages se jouant des rayons du soleil. L'adolescente est certes un chemin, un parcours fragile et semé d'embûches. Et si certains en franchissent les obstacles à pas feutrés, en particulier les garçons, et que rien ne semble les troubler outre mesure, pour d'autres, tout semble avoir changé. Que personne ne sorte, trouvez le coupable. Saleté d'hormones, elles ont encore frappé, que dis-je, asséné. Le combat est déloyal, injuste, mis au tapis direct, sans transition. Et le pire, c'est que les symptômes semblent se révéler de plus en plus tôt. Est-ce que ça veut dire en clair que ça va durer plus longtemps? Les enchères sont ouvertes. 10 000 €, qui dit mieux? Mais la réponse, nul ne la connaît. Car nous sommes, rappelez-vous, tous différents. Les études sont approximatives sur le sujet. Un indice cependant pour les filles qui peuvent se référer à leur mère au niveau de la venue des règles et de la ménopause à quelque chose près. Et comme c'est le printemps, les visages et les corps bourgeonnent. Et ça, tout le monde s'en serait bien passé. Les fleurs poussent dans les champs et les adolescents grandissent à vue d'œil également. Les bras semblent soudain trop longs et ils ne savent pas trop quoi en faire. D'où cette manie de mettre toujours les mains dans les poches ou de marcher les bras ballants, le dos légèrement courbé, avec une allure de pantin désarticulé. Chez les filles, pour qui ce passage semble des plus compliqués, en plus des signes particuliers cités ci-dessus, les seins pointent le bout de leurs mamelons. La pilosité se développe, les hanches s'élargissent, les cuisses et les fesses aussi. Sur Auto Magazine échoué nonchalamment sur la table de salon, le bonhomme blanc Michelin leur fait un petit clin d'œil en passant. « Ne t'inquiète pas, jeune fille, si tu ne t'empiffes pas de cochonneries, tu ne me ressembleras pas. » Mais peut-on porter une quelconque crédibilité à ce bouffon de service qui finalement, à tout bien étudier, n'a pas tout à fait tort? Ce corps d'enfant qui semble tout à coup et si rapidement se transformer leur fait peur, mais tout en leur faisant plaisir. Cette nouvelle apparence, ces changements sont difficiles à s'approprier, surtout quand les réflexions de l'entourage peu délicat s'en mêlent. Des remarques, des moqueries, les garçons qui ne les épargnent pas avec leurs réflexions douteuses et grivoises à 2 balles. Ils se sont vus ces losers avec leurs tranches de calculettes. Et il est bien connu que l'on constate toujours plus de défauts chez les autres que les siens. La paille qui est dans les yeux des autres, mais pas la poutre qui est dans notre œil. Et ces demoiselles, dont les hormones jouent avec leurs nerfs, sont par ce fait beaucoup plus sensibles et irritables. Une nuée de mouches semble soudain s'acharner sur elles et les piquer en permanence. Sortez les boucliers, les écus et toute défense utile et précieuse, car la guerre va durer un certain nombre d'années. Ces petites bouts de femmes en devenir, déjà assez surprenantes dans leurs réactions, passent à la vitesse supérieure en passant du rire aux larmes, de la colère à la tristesse, de l'empathie à la cruauté verbale. Entre les deux, leur cœur balance, et tous ceux de leur entourage sont en mode prudence, patience et don't move. Et c'est aussi, à ce moment-là, que les cœurs sont facilement en émoi, irrémédiablement troublés et battant soudain la chamade devant ce bêta de Tarzan qui a repéré Jane et qui la regarde avec des yeux de merlan frit et la bouche bêtement entr'ouverte. Côté garçon, la puberté est un peu plus tardive, entre 10 et 14 ans. Et comme je le disais plus haut, elle se passe généralement mieux que chez le sexe opposé. Leur voix se métamorphose et devient de plus en plus grave. Et comme ce satané serpent, Nahash, le premier trouble-fête du jardin d'Éden, et ce même farceur qui a semé une sacrée zizanie, les jeunes hommes muent. Petite piqûre de rappel que le Très-Haut leur envoie certainement
afin qu'ils se tiennent tranquilles, d'où une adolescence plus sereine. Ça, c'est cadeau. Par contre, les hormones les titillent, et eux aussi connaissent leurs premiers émois, bien qu'ils se passent, les concernant, davantage en dessous de la ceinture. C'est donc le moment de garder nos filles aux abris, car de nombreux prédateurs tournent et virent comme des loups affamés, et les coquines ne sont pas indifférentes à leur aboi. L'histoire le précise un peu plus tard, mais assez rapidement. Même si ces louveteaux les attirent comme les mouches sur du miel, les belles, qui durant cette trouble période possèdent la cervelle d'un moineau, sont par ailleurs assez déçues de leur comportement lourd et enfantin. Ils veulent jouer au grand, mais leur encéphalogramme, aussi développé que celui d'un crapaud, manque cruellement de finesse, de tact et de patience. Les hormones sont en folie, ne l'oublions pas. Évidemment, avec l'évolution des générations et cette fièvre galopante, leurs relations intimes sont de plus en plus tôt, et Cendrillon a pris un sacré plomb dans l'aile. Le prince charmant et tout ne sont plus dans leur gène. Nous sommes depuis les années 1970 dans une ère de standardisation galopante, et tout est consommable, éphémère et jetable, même l'amour. Va des rétros, Satanas, violon, romantisme et les fastidieuses tentatives de rapprochement. Les sauts, les slows, les fleurs, les petits mots doux, les sorties au clair de lune sont révolus. Nos jeunes sont inscrits sur des réseaux, ils se likent sur une photo retouchée, sublimée, tout à leur avantage. Ils s'écrivent 3 SMS, je te kiffe, moi aussi, on se voit quand, et le tour est joué. Quant au rendez-vous, c'est la roulette russe, la voie de tous les dangers. Qui sera ce mystérieux inconnu qui dit avoir 15 ans, mais qui en a peut-être le double ou le triple? Cette terre est peuplée d'un nombre incalculable de prédateurs sans scrupules, sans cesse à l'affût de jeunes donzelles ou d'innocentes victimes en quête de liberté et d'aventure. Attention, je ne dis pas que seuls les hommes sont cruels, car nous pouvons constater que de bon nombre de femmes sont sans pitié, odieuses, malfaisantes, impitoyables, vénales, et sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. Mais c'est malgré tout, bien heureusement, une minorité. Il y a donc aujourd'hui quelques difficultés supplémentaires pour les adolescents et pour leur vie future, dans un siècle où tout passe par le virtuel et qu'Internet est une monstrueuse machine qui détruit peu à peu notre humanité. Il est certain que les médias, le web, la vulgarisation des portables, même pour les plus jeunes, ont changé considérablement les comportements. Ajoutez à cela une éducation plus permissive, une religion moins présente, les changements sociaux, physiques, psychologiques, culturels, moraux, et tout devient plus compliqué et difficile à gérer. Les jeunes ayant moins de repères, de barrières, influencés par toutes les informations qui arrivent de part et d'autre et qui sont de moins en moins bonnes, se perdent dans les méandres de leur imagination, certes fertile, mais si peu aiguisée. Devant cet accroissement de violence, d'actes impunis, de tentations excessives et tronquées, ils perdent pied et se conduisent de façon absurde et inappropriée, s'autorisant tous les excès. Et c'est justement dans ces périodes de troubles et de turbulences que la famille, l'amitié et l'amour retrouvent toute leur place et leur importance quand on leur accorde du temps. Mais comment trouver l'amour dans un monde rempli de tentations, de médias qui vous vendent du rêve et de personnes qui continuent à se chercher, qui tentent de trouver la place qu'ils méritent, le statut qu'ils souhaitent, l'identité à s'approprier? Car c'est justement à l'adolescence que les attirances envers une personne de sexe opposé ou du même sexe se faufilent en filigrane puis se précisent comme une évidence. Cette découverte, cette révélation peut s'avérer brutale, difficile à mesurer et à admettre, surtout envers l'entourage que l'on souhaite préserver. Pourtant, en parler et partager ses ressentis ne sont-ils pas justement le sésame de cette acceptation et la clé du bonheur? La famille n'est-elle pas là pour ne pas juger, mais pour comprendre, partager, soutenir et accepter? Nous le savons tous dès le départ, nous sommes tous différents et il serait temps de l'intégrer.
En tant que parent, je me suis toujours dit qu'il fallait s'attendre au pire avec nos enfants et que nous devons d'être là pour eux, quel que soit le problème. Il existe toujours une solution et l'amour et la tolérance sont sans doute les meilleurs remèdes, telle une pommade apaisante sur une plaie difficile à soigner et cicatriser. Gilles-Léopold Wagner a dit « L'adulte ne doit jamais trahir, délaisser cette époque des envols les plus osés, les plus capricieux. » Anne Diel, quant à elle, a dit « Depuis que les femmes travaillent, on est passé du « merci mon Dieu, c'est vendredi » à « merci mon Dieu, c'est lundi ». Si une mère n'a jamais dit ça, c'est que ses enfants n'ont pas encore atteint l'adolescence. Et Philippe Solers a dit également « La maladie de l'adolescence est de ne pas savoir ce que l'on veut et de le vouloir cependant à tout prix. » L'adolescence, surtout pour les filles, est donc le passage de tous les dangers. Et quel que soit le sexe, les déviances existent de part et d'autre. Mais tout ceci n'est pas si récent finalement, car les années 1960-1970 ont particulièrement changé les données et la femme s'est libérée de certains préjugés. La naissance du MLF, le mouvement de la libération de la femme, puis la loi sur l'IVG, l'avortement, et déjà l'âge de la première relation sexuelle s'est avancé. Mais 1968, les époques Peace and Love et cette nouvelle liberté donnent des ailes et changent considérablement les comportements. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, et le revers de la médaille arrive à grands pas avec le sida, qui semble calmer les esprits et redonner le goût de retourner prestement au bercail, sans passer par la case tentation, et même si vous n'avez pas gagné les 200 € au passage, votre conscience vous rendra cette somme au centuple. Mais les chiffres valent mieux que des mots. Si l'on s'en réfère aux années 1940, les femmes avaient leur première relation à 22 ans et les hommes à 18 ans. En 1970, la moyenne des premières relations sexuelles pour les filles est à 17,6 ans et pour les garçons 17,4. Il est clair de constater que les filles se sont franchement libérées alors que les garçons sont restés dans une moyenne quasi similaire. En 2023, des statistiques françaises révèlent que 7% des élèves entre 13 et 14 ans ont déjà eu des relations sexuelles et que 35% des élèves entre 15 et 17. Ce qui montre, une fois de plus, que les rapports se font de plus en plus tôt. Il a été également révélé que de plus en plus de femmes seraient bisexuelles. Et c'est là que l'on pourrait se poser the question. L'homme et la femme sont-ils aussi compatibles ? Depuis le début de notre humanité, il nous paraît évident, naturel, qu'un homme soit avec une femme. Biologiquement parlant, si l'on souhaite perdurer l'espèce, il semble que ce soit bien le seul et l'unique moyen naturel de le faire. Mais si l'on décompose, analyse, triture cette soi-disant évidence, et que l'on constate depuis toujours que nos réunions s'avèrent la plupart du temps malheureuses et sont vouées à l'échec dans 46% des cas, en ne prenant compte que les mariages. J'avoue que pour ma part, l'idée d'être avec une femme ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais à contrario, toutes les expériences que j'ai eues avec des hommes ne m'ont laissé aucun souvenir intarissable, et je les ai tous quittés, trop déçus par leur comportement et leurs mensonges. Toutes les femmes que j'ai côtoyées tout au long de ma vie, à part celles que je pourrais compter sur les doigts d'une main, ne m'ont jamais paru heureuses, épanouies et emportées par un amour fou, ni satisfaites de leur conjoint. Je n'ai entendu que mensonges, tromperies, double vie, manque de respect, inattention, manque d'implication, violence verbale ou physique. Alors que penser de tout ça ? Pour ma part, je suis tolérante, et qu'il y ait des hommes ou des femmes qui préfèrent être avec des personnes du même sexe, j'arrive à le comprendre car peut-être que la compréhension entre personnes du même sexe est plus facile, que l'indulgence est supérieure, que sais-je. Ceci n'étant que des suppositions, des interrogations,
dans un flou des plus artistiques. Mais vu que je ne suis pas du genre à ne pas avoir les réponses à mes questionnements, tel Sherlock Holmes, je suis partie en quête d'informations. Et il s'avère que la logique parle d'elle-même et que nous avons désormais les preuves, avec le recul, que les couples homosexuels sont plus heureux que les couples hétéros. Et j'ajouterai à ceci, élémentaire mon cher Watson, des êtres qui se ressemblent et qui raisonnent de la même façon vont forcément mieux s'entendre. Dans leur cas, la charge mentale est davantage équitable, la pression est mieux répartie. Les couples homosexuels ont la possibilité de négocier et d'ajuster leur culture conjugale comme bon leur semble et vont avoir tendance à être davantage tournés vers la discussion, selon les dires de Arnaud Alessandrin, docteur en sociologie. Et les couples hommes ou femmes sont tout à fait de cet avis. Et Dieu sait si la charge mentale, ce travail épuisant, permanent et invisible, qui pèse essentiellement sur les femmes dans les couples hétéros, semble ne plus poser de problème dans les couples homo. Il est certain que le tabou demeure et que les couples gays et lesbiens sont plus ou moins bien vus et ils restent la cible de bon nombre de langues acérées. Mais alors que nombreux pensent que leur relation ne sera que de courte durée, eh bien il n'en est rien. Dans la revue Family Relations, une autre étude fait part de leur bonheur, d'une meilleure entente, d'une répartition des tâches plus juste et moins énergivore. Afin de mener sérieusement, des chercheurs de l'université de Queensland ont interrogé près de 25 000 personnes au Royaume-Uni et près de 10 000 en Australie. Et c'est dans ce dernier pays que les résultats sont les plus évidents et que les couples hétéros attestent d'un plus grand bonheur entre personnes du même sexe. Quant à leur rôle de parents, ils l'assument sans faillir, et les enfants éduqués par ces couples n'ont pas plus de problèmes de comportement et semblent même plus heureux. Les pères homosexuels étant reconnus comme étant plus attentifs, plus paternels. Eh bien, j'ai bien fait de m'informer et de creuser un peu la question. Comme disait mon père quand j'étais jeune et qu'il m'apprenait quelque chose, tu te coucheras moins bête ce soir. Il y a par contre une évidence, d'après toutes mes informations glanées çà et là, c'est que les hommes qui ont une sensibilité plus accrue sont de meilleurs compagnons de vie et sont de meilleurs amants. À étudier pour toutes celles qui préfèrent les machos et les bad boys, entre bonheur et torture morale, offense et j'en passe, il n'y a pas photo. À méditer sérieusement. Dans un autre ordre d'idées, certains hommes veulent devenir des femmes, et vice-versa, et sont prêts à tout, à souffrir, à se remettre totalement en question, à tout changer envers et contre tout. Grâce à différentes lectures et documentaires, j'ai pu appréhender le sujet avec davantage de recul, de compréhension et de tolérance. Ces personnes, avant leur transformation, souffraient en permanence, ne trouvaient pas leur place. La tristesse était leur quotidien. L'incompréhension leur collait à la peau. Mais le jour où ils ont effectué le grand saut, qu'ils ont subi de nombreuses opérations suivies des traitements draconiens hormonaux, qu'ils sont enfin devenus ceux qu'ils souhaitaient, leur vie est devenue plus harmonieuse et sereine. Bien entendu, ce changement demande aussi l'acceptation de l'entourage et des souffrances liées à cet état de fait. Mais quand la famille, les proches, parfois le conjoint et les enfants aiment tant cette personne que la métamorphose est acceptée et bien partagée, alors c'est le bonheur total pour ces personnes qui ont bravé l'inconnu et gravi les obstacles afin d'accomplir leurs rêves. Et c'est là que l'amour triomphe. Existe-t-il un sexe privilégié? Vaut-il mieux être un homme ou une femme? Ceci est un grand débat, et l'essentiel est que chacun trouve son bonheur et sa place en toute compréhension et en toute connaissance de cause. Mais ce sont des questions qui taraudent certains adolescents, qui les troublent, qui les meurtrissent. Mais il est clair que chacun est maître de sa vie et doit croire, poursuivre et accomplir ce qui lui tient à cœur. Le bonheur et le bien-être ne sont-ils pas notre plus grande quête? Amos Oz a dit « Ne muselons pas nos aspirations. Que serions-nous sans elles ?»
Michel Bouteau, lui-même, a dit « Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies. » Mathias Malzieu a écrit « Je tisse, comme une araignée du ciel, le fil qui relie les rêves et la réalité. Et dans ma toile, j'embarque l'espoir absolu. » Nous allons parler maintenant des différences flagrantes entre l'homme et la femme. Si la première différence est physique, puisque le premier est généralement plus grand, plus musclé, plus costaud, que son squelette est plus résistant, que sa peau est 25% plus épaisse que la nôtre, que leur masse graisseuse est inférieure, grrr. Et Dieu sait si le physique tient une importance de choix lors de la première rencontre, vu que c'est ce que nous voyons en premier. Par bonheur, tous les goûts sont dans la nature, et ce qui plaît à l'un ne plaira pas forcément à l'autre, ce qui tombe plutôt bien, afin que chacun trouve chaussure à son pied, ou que chaque peau trouve son couvercle, selon d'anciennes expressions. Mais sur ce point, la tendance semblerait s'inverser, les femmes ayant des formes plus généreuses, et les hommes étant de nos jours plus élancés et maigrichons. Mais les salles de musculation sont là, pour emplumer ses coques comme il se doit. Car je vous le rappelle, messieurs, les femmes aiment se sentir protégées. Vous nous le faites assez sentir que vous êtes la race supérieure. Mais il reste encore à le prouver. Pour beaucoup, ce n'est pas gagné. Il y a un sacré boulot en perspective. Quelques petites études de cas pour éclaircir vos cervelles mâles. Une jeune femme est plaquée au sol, elle est en train de se faire agresser. Hélas, ce fait n'est pas un cas particulier, puisqu'il se produit de nombreuses fois par jour, face à la plus grande des indifférences. 3 filles la rue de coups de pied et de poing. Les gens passent, certains filment avec leur portable, d'autres passent en jetant un furtif coup d'œil. Un ou une a enfin la présence d'esprit d'appeler les secours, mais personne n'intervient. Cet événement, je ne l'ai pas inventé. Il s'est déroulé parmi tant d'autres, à Paris, dans une station de métro pendant les heures de pointe, où il y avait donc des centaines de personnes, et aucun homme n'est intervenu. Aucun Tarzan qui généralement gonfle ses biceps et triceps devant les copains, qui a une grande gueule mais qui n'a pas de coronesse. Comme tous ceux qui assistent à des bagarres, des viols dans les trains, dans la rue, et qui ne font strictement rien. Quant aux témoignages qu'ils pourraient faire, afin de se racheter et d'aider la victime à porter plainte, ils n'en ont pas plus le courage. Chaque jour on entend et on lit des aveux de victimes de viols, d'abus sexuels, d'attouchements, d'inceste, et rien ne se passe. Les femmes et les enfants continuent d'être maltraités, offensés, blessés, choqués et traumatisés par les faits de ces sauvages. Alors oui, je fustige, je m'insurge, je suis dans une colère noire, de constater que les hommes seuls ou en bande sont capables de toutes les cruautés envers des personnes toujours plus faibles qu'eux, mais qu'ils n'agissent jamais face à l'impensable alors qu'ils pourraient intervenir et sauver des vies. Certains se vantent de se jeter d'un élastique dans le vide ou de nager bien protégés au sein d'une cage au milieu de quelques requins. La belle affaire, il n'est pas là le courage, entouré de protection d'harnais et sous les yeux attentifs d'un professionnel. Bien heureusement, à contrario, certains sont prêts à tous les dangers pour sauver un semblable, une personne en difficulté, ou même un animal. Ces volontaires, que l'on appelle tant ces faits de courage sont rares, des héros. Et pourtant, rien n'est plus naturel que de secourir un être en difficulté. Au sein de la nature, de la jungle, il suffit que certains animaux soient en danger pour que ses congénères déferlent à grands pas afin de les secourir. Ce que l'on appelle péjorativement des bêtes sont en fait beaucoup plus réactifs et sensibles au malheur de leur propre meute ou de leurs compatriotes. L'histoire a mis en avant certains drames où, face au danger, les hommes, pour s'en sortir, frappaient et poussaient des femmes et des enfants pour sauver leur propre vie. Ce fut le cas durant le naufrage du Titanic et le même malheureux constat lors de l'effroyable incendie du bazar de la Charité, où les journaux déplorent cette cruauté, cette lâcheté, ces 2 cas étant à déplorer hélas parmi tant d'autres. Lors du naufrage du Concordia en 2014, les rats ont quitté le navire,
soit le capitaine et la quasi-totalité de l'équipage, laissant 3206 passagers face à leur propre sort. Ce sont les cuisiniers qui ont tenté, tant bien que mal, à mettre les chaloupes à l'eau. Une nuit de cauchemar absolu pour toutes ces personnes prisonnières du géant couché sur le flanc et en grande partie immergées par les eaux glacées. Il est clair que face à vous, messieurs, la femme paraît être une mère courage, en toute occasion, n'hésitant jamais à donner sa vie pour sauver celle de ceux qu'elle aime. Simone Veil a écrit « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. » Deuxième cas. Il y a environ un mois, donc les faits se situent en mars 2024, une maison prend feu. Le mari en sort indemne. La femme et les 2 enfants ont péri dans l'incendie. Mais que s'est-il passé exactement? Eh bien, le courageux mari, à la vue des flammes, s'est précipité vers la sortie et il a laissé périr sa soi-disant moitié et ses soi-disant enfants, la chair de sa propre chair. Comment peut-on laisser sa famille brûler vive sans intervenir? Et une phrase qui a des siècles, puisque c'est Homère dans l'Iliade qui l'a écrit, « Du combat, seuls les lâches s'écartent. » Troisième cas. En pleine soirée entre amis, alors que l'ambiance est au zénith et que tout le monde danse et s'amuse, un homme d'une 30aine d'années donne un coup de tête à sa compagne. Elle tombe au sol, le nez en sang et cassé, complètement abasourdie. Comme si ce n'était pas suffisant, il se jette sur elle pour la rouer de coups. Heureusement, une jeune femme enceinte intervient pour l'arrêter, car personne d'autre n'avait bougé. Aucun homme ne s'était interposé devant cette violence inouïe, déclenchée par une simple réflexion de sa copine qui lui avait demandé plusieurs fois dans la soirée de cesser ses remarques désobligeantes et vexantes. Une fois de plus, que dire devant ce constat alarmant? Seule une femme enceinte est intervenue sur une 20aine de personnes. Non-assistance à personne en danger. Est-ce que c'est un terme qui peut vous interpeller quand vous êtes face à une situation dramatique et que vous ne faites rien? Une citation anonyme nous dit « La violence est l'arme des faibles ». Et une citation de Julien Clavier « La violence qu'il m'a infligée ne m'a laissé que des traces éphémères sur la peau. Pourtant, elle m'a détruite. » Quatrième cas, toujours véridique, à Angers, il y a plusieurs années, au sein d'un groupe d'HLM, tous les jeudis, de nombreuses voitures de notables se garaient sur le parking de cet immeuble, de cet ensemble d'immeubles, Mercedes et voitures de luxe, certains arborant un caducée sur leur pare-brise, se mêlant soudainement aux véhicules d'autres personnes de conditions plus modestes. Ce beau monde, pour une poignée de billets, profitait de la précarité de certains et achetait les services de leurs enfants, soit ces intouchables, abusaient sexuellement des enfants de 6 à 12 ans. Un jeune garçon de 7 ans qui a eu le courage de témoigner à l'émission, les larmes aux yeux, révèle que sa mère est à l'entrée de la pièce et qu'elle récolte l'argent qu'elle met dans une boîte en fer avant de fermer la porte. Qu'il a beau appeler, crier au secours, personne ne vient l'aider, qu'il est obligé de faire avec les autres enfants qui sont dans la même pièce ce que lui demandent ces hommes et femmes. L'une d'entre elles a un tatouage sur l'épaule, une rose rouge. Et chaque semaine, durant des mois, ces horreurs, ces crimes se perpétuent au même endroit. Que font les forces de l'ordre alors que les véhicules sont dans la cour, que les plaques d'immatriculation révèlent leur identité, que ces personnes d'apparence, bien sous tout rapport, sont libres d'aller et venir et de perpétrer ces ignominies, et cela durant des années. À la vue de cette émission, la colère, la rancœur, la haine, la tristesse ne m'ont pas quitté durant plus d'une semaine. Et quand j'écris tout ça encore aujourd'hui, des années après ces faits, je ressens ce qu'ont pu subir ces enfants, même si je ne l'ai jamais vécu. Il y avait des femmes, des médecins, des hommes de loi, mais ces gens-là, on n'y touche pas. Et j'ai d'autant plus honte que dans ma famille, il y a plusieurs professions libérales et qu'ils se sont toujours bien comportés, comme il se doit,
avec courage, honnêteté et implication, en défendant bec et ongles les droits de leurs clients. Et je peux dire avec une certaine fierté que ma grand-mère a été l'une des premières femmes notaires diplômées de France et qu'elle était exceptionnelle. Donc, comment des femmes peuvent commettre de tels actes? Car les faits me semblent encore pires, impardonnables les concernant. La violence, telle une mauvaise herbe, se propage et s'infiltre, sournoisement, dans la peau des faibles, et font de plus en plus de victimes. Les hommes n'en sont pas les seuls fautifs, puisque de plus en plus de femmes ont recours à la brutalité, soit pour mettre un terme à ce qu'elles endurent, afin de protéger leurs enfants et elles-mêmes. D'autres ont, hélas, d'autres objectifs bien moins glorieux et agissent par avidité, par appât du gain. Les dernières le font par jalousie, méchanceté, vengeance ou par acte gratuit, sans aucune raison particulière, ce qui est encore plus grave. Bien que tous les cas soient tragiques, puisque la violence engendre la violence, qu'elle est souvent injustifiée, démesurée, et qu'elle ne sert qu'à empirer les faits. Charlie Chaplin n'était pas seulement un marrant, il n'était pas seulement qu'un acteur, il était aussi empreint d'une grande générosité et d'une grande sensibilité. Et il a dit « L'homme n'est qu'un animal à demi dompté, qui pendant des générations a gouverné les autres par la fourberie, la cruauté et la violence. » Ces ténèbres ont-elles un nom? Cette cruauté, cette haine, d'où nous viennent-elles? Se sont-elles introduites dans nos vies à notre insu? Ou sommes-nous allés les chercher délibérément? Qu'a-t-il pu nous arriver? Pourquoi jetons-nous nos enfants dans le chaos du monde comme de jeunes soldats dans l'enfer de la guerre? Cette dernière phrase est extraite des frères Scott. Une autre différence entre la jante féminine et la jante masculine. Alors que les femmes parlent de connexion affective et que le cœur semble être au centre de leurs nombreuses décisions, les hommes parlent davantage de faits objectifs, souvent plus terre à terre. Alors que nous tergiversons, ils vont davantage vers l'essentiel, ils agissent. Et si tous les chemins mènent à Rome, autant prendre le plus court. Pourtant, les femmes sont mieux organisées, sans doute par rapport à leur double emploi du temps, à leur devis, face au monde du travail et à la gestion de la maison et du quotidien. Elles passent de sources sûres, d'après un sondage sérieux sur le sujet, 200 heures par mois uniquement en ce qui concerne les tâches familiales. Mais comme je le disais plus haut, alors que 72% des femmes entre 40 et 50 se plaignent du manque d'implication de leur chair et tendre, le taux tombe à 40% quand il s'agit des couples de 25 à 35 ans. Est-ce que la jeunesse deviendrait plus impliquée et responsable face aux tâches ménagères? Eh bien oui, car leurs mamans respectives, ayant bien connu la galère des hommes pantouflards, ou trop souvent absents, exacerbés par ce laxisme et ce machisme, ont décidé de redresser la barre et de mener leur moussaillon à bon port en dirigeant la voile dans le bon sens du vent. Et voilà le résultat, et surtout des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. De plus, les petites nanas d'aujourd'hui ne sont pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, en poursuivant inlassablement le combat que nous menons depuis de nombreuses années, tambour battant, la fleur au fusil, nos espoirs et nos convictions en bandoulière. Difficile pour un homme aujourd'hui d'affronter ces multitudes de femmes convaincues, affirmées, battantes, et qui revendiquent chaque jour un peu plus le droit à l'égalité et à la liberté. Désormais les masques tombent, et solidaires, elles dévoilent sans plus aucun scrupule les noms même des plus célèbres ou influents qui ont abusé d'elles. Elles vont enfin se libérer d'un poids, de plaies, de blessures, d'humiliations qui les ont tant rongées depuis plusieurs années. C'est ce qui est incroyable chez la femme, ce mélange subtil de force et de fragilité, de persévérance et d'abnégation, de tempérament et de douceur. L'homme, face à ces changements intempestifs, ne sait plus où donner des yeux de la tête et se perd en conjoncture, déstabilisé la plupart du temps entre cet ange et ce démon. Car oui, la femme peut être une véritable diablesse, une lionne féroce quand il s'agit de défendre sa famille,
soit son territoire, et bien malin celui qui pourra l'en dissuader, car rappelons-le, c'est toujours son cœur qui parle en premier. Mais le comportement, les agissements et les changements d'humeur des femmes sont davantage liés à la bataille permanente de leurs hormones ou estrogènes, progestérone et testostérone, qui mènent mensuellement un bien cruel combat qu'elles ont du mal à toujours maîtriser. Ça passe ou ça casse, et c'est bien là que le bas blesse. Car bienheureux celui qui déchiffrera ces codes, au demeurant encore plus complexes que la célèbre plaque de pierre décryptée si habilement par Champollion. Cette fameuse pierre au doux nom de rosette. La rose, une sublime fleur, emblématique de l'amour, mais aux nombreuses épines. L'homme a aussi ses humeurs, mais il ne dévoile que très rarement ses problèmes, se sentant totalement apte à les résoudre lui-même. Alors que sa moitié a besoin de s'en décharger et d'en parler longuement pour les exorciser, et d'en recevoir un total soutien en retour, lui se renferme, s'isole, hiberne et semble faire la gueule, d'où cette incompréhension mutuelle, ces exaspérations, ces disputes qui se dessinent, puis éclatent peu à peu, face à leur totale divergence concernant ce mode de fonctionnement. Lorsqu'une femme partage avec l'homme qu'elle aime un problème, il se sent agressé et coupable de ce fameux problème. Le voilà donc offensé, blessé dans son orgueil de mâle. Ce malentendu est fréquent et source de conflits. Finalement, le mieux est de partager nos soucis avec les personnes du même sexe, ce qui nous permettra non seulement d'être davantage écoutées, mais également comprises. Laissons Tarzan retourner dans sa grotte l'espace de quelques heures et profitons-en pour passer de bons moments entre copines. C'est gagnant-gagnant. Bien qu'à proprement parler, je conçois, tout comme vous, qu'il serait normal d'échanger nos soucis avec la personne avec qui l'on partage sa vie. Ça, c'est à coup sûr le morceau de pomme qui lui est resté en travers de la gorge et dont il n'a jamais pu se débarrasser. Ève et Nahash ont foutu quand même une sacrée pagaille. Et il est bien évident que ce comportement masculin est effectif sur tous ses agissements. Il n'en déroge pas, fidèle à lui-même, et il agit de façon égale lorsqu'il fait l'amour, en allant droit au but, et se retrouve assez vite déstabilisé si sa partenaire modifie sa planification. Il est assez surprenant de lire que selon la sociolinguiste Deborah Tansen, qui a eu la patience de décortiquer le langage homme-femme, que ces opposés ont tant de mal à communiquer qu'elle assimile leurs différences et leurs difficultés de communication notables à la disparité d'un macho québécois, d'un cow-boy américain et d'un samouraï japonais. C'est peu dire. Alors que l'homme veut briller et préfère s'exprimer en public, qu'il recherche la reconnaissance, l'admiration, le statut, l'autorité, la compétence et l'atteinte de ses objectifs, la femme aimera discuter en totale intimité et partager ses émotions, ses ressentis, en recevoir du soutien et de l'approbation, de la compréhension, que tout passe par ses sentiments. Et selon Gregory Bateson, hommes et femmes ont des sensibilités divergentes, qu'ils vivent dans deux mondes tout à fait différents, avec des attentes et des croyances opposées. Alors que notre vénusienne a besoin d'attention, de respect, de sentiments, de tendresse et de dévotion, notre martien serait davantage à la recherche de reconnaissance, d'admiration, d'approbation et d'encouragement. Et chacun d'entre eux tente de changer ou de parfaire l'autre à son image, tant qu'à faire. Nous l'aurons donc tous bien compris, nous devons utiliser ces différences, Nous l'aurons donc tous bien compris, nous devons utiliser ces différences en alliant nos forces et non pas en les opposant. Rien ne sert de juger, critiquer, abaisser l'autre. C'est en dialoguant, en comprenant le fonctionnement de chacun, que nous pourrons partager une vie commune, plus sereine, et traverser les années ensemble sans trop de dégâts, de souffrances,
de non-dits, d'incompréhension, de paroles blessantes. Mais reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle, car malgré tout, la cohésion des deux partenaires sera ou vouée à l'échec ou la clé de la réussite. Prenez une feuille et notez les points forts, les points faibles, vos similitudes, vos différences, vos objectifs communs ou non, et voyez de quel côté penche la balance. Vous aurez ainsi fait votre choix en toute connaissance de cause, car malgré nos différences, il y a des personnes qui se conviennent beaucoup mieux que d'autres, certains caractères qui s'adaptent mieux, des goûts, des objectifs similaires, des points communs qui font que certains couples s'associent plus facilement et s'entendent mieux qu'avec un autre ou une autre partenaire. Si l'on compare les objectifs de l'un et de l'autre, sa liste d'envies, sa conception des choses, il est clair que tout paraît si confus et aux antipodes. Qui a raison ou qui a tort? Un défaut notable chez nous, les femmes, serait sans aucun doute notre mauvaise foi. Pas que les hommes en soient dépourvus. Mais je pense que nous les battons à plate couture en ce domaine. Nous déployons alors toute notre énergie, nos pouvoirs de conviction et de séduction afin de vous persuader que nous avons raison. Même quand nous sommes perdus au fin fond de la forêt amazonienne et que vous nous aviez assuré de prendre à gauche de préférence, alors que nous avions décidé que le chemin de droite était le plus judicieux. 1-0. Oui, et bien en même temps, on ne porte pas le nom de boussole. Et nous voilà, là, bien que mal, avec quelques pirouettes malhabiles, retombés sur nos pattes, telles des chattes dont l'équilibre parfait n'est plus à démentir. Une chose reste certaine et prouvée, c'est que chacun, à sa façon, se sert au mieux de ses forces et de ses faiblesses qui lui sont propres et qui lui permettent de survivre. Leur ADN commun à 98,5% et leurs hormones similaires sont ce qui les rapproche le plus, bien que les taux hormonaux soient en dosage différents et que ce sont ces derniers qui changent la donne et qui caractérisent leur divergence comportementale. Des différences qui se révèlent également au niveau de la température corporelle, la femme étant plus frileuse que l'homme. Cependant, l'homme semblerait davantage souffrir du froid le matin, à l'opposé de la femme qui se recouvrira plus facilement d'un plaid le soir. Et alors que l'on vante les talents culinaires de bon nombre de chefs masculins en multipliant les émissions de cuisine, les femmes ont cependant, au niveau du cerveau gérant les odeurs, 50 neurones de plus que les hommes, ainsi que des papilles gustatives supplémentaires. En effet, les femmes auraient un odorat et un goût plus développés, ce qui leur permet sans aucun doute d'accéder de plus en plus à des places de choix au sein de restaurants étoilés. Dans tous les cas, sachez messieurs que nous adorons vos petits plats et qu'il n'y a aucun problème quant à nous en préparer plus souvent. Alors lâchez-vous, nous sommes des plus attendris face à des hommes qui cuisinent. Théodore Zeldin a dit « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. » Parlons des clichés persistants et souvent infondés concernant les hommes et les femmes. Les femmes conduisent mal. Nous l'avons 1000 fois entendu, constaté, vécu. Lorsque nous conduisons, il n'est pas rare d'avoir des réflexions désobligeantes. Les hommes préfèrent conduire, même fatigués et bourrés, et ont toujours du mal à laisser conduire leur chair et tendre. Donc si nous prenons le volant, il n'est pas rare durant le trajet d'entendre toutes leurs recommandations, ce qui nous exaspère au plus haut point. Mais enfin, en fait, qu'en est-il sur ce préjugé? Femme au volant, mort au tournant. Sans blague. Les hommes sont responsables à 84% des accidents mortels. Et ça, c'est réel. Et 67% des points du permis sont retirés aux hommes. Plus de 82% des permis invalidés sont des titulaires masculins. Alors, mesdames, à la prochaine réflexion, n'hésitez pas à leur sortir ces chiffres, histoire de fermer leur grande bouche et de faire taire leurs langues acérées et venimeuses. Alors oui, par contre, les petits accrochages, le rétro en moins, le recul ou le créneau mal appréhendé, une aile froissée, ça peut arriver.
mais ce ne sont que des erreurs d'étourderie, ou, face à trop de stress, face à la vie que nous menons à 100 à l'heure, le pied toujours au plancher, afin de tout pouvoir assumer. Nous ne sommes en fait que responsables que de 5% des infractions commises sur la route. Et sur ce sujet, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière est formel. Les femmes sont beaucoup moins dangereuses sur la route que les hommes. Point final. Deuxième phrase toute faite, les femmes s'occupent beaucoup mieux des enfants. Il est certain qu'au niveau du temps, elles leur en consacrent davantage. Comme nous l'avons énoncé plus haut, le temps imparti est de 1h40 pour une femme par jour, pour une trentaine de minutes pour un homme. Alors oui, nous pouvons affirmer qu'effectivement, sur ce sujet-là, il n'y a rien à ajouter. Sauf que les pères pourraient davantage s'impliquer. Bon nombre ne font pas faire les devoirs, ne vont pas aux réunions de parents d'élèves, ni chez le médecin, ni chez le dentiste, et le peu de temps qu'ils consacrent à leurs enfants sont en partie pour les loisirs qu'ils partagent avec eux. Troisième phrase, les hommes résistent mieux face à la douleur. Ce sujet est très tergiversé, et bon nombre d'études montrent tout et son contraire. Si certains hommes, en effet, semblent faire face avec beaucoup de courage à de nombreuses blessures durant la guerre ou lors d'un accident, nous pouvons, en tant que femmes vivant à leur côté, constater que le moindre bobo semble apocalyptique. Nous pourrons constater que là aussi, l'éducation, le milieu social, la religion, les usages et les coutumes entrent en jeu. Car dans certains pays, le passage de l'enfant à l'adulte est un véritable chemin de croix, un rituel éprouvant. Traverser pieds nus une passerelle couverte de braises incandescentes, ou se coucher sur un lit de clous, combattre un animal féroce tel un cobra. L'émancipation se doit d'être formatrice mais cruelle. Mais le mal semble être courageusement supporté. Les femmes accouchent, certes, depuis la nuit des temps, mais parfois dans des circonstances plus ou moins cruelles, plus ou moins tolérables. Dans certains pays, elles peuvent exprimer cette souffrance et crier une façon bien à elles de libérer leur douleur. Et nous pourrons ajouter, de nouveau, les maltraitances infligées aux femmes, les douleurs qu'elles subissent, morales et physiques, et dans le plus grand silence, pour ne pas réveiller les enfants, pour ne pas les inquiéter, pour ne pas alarmer les voisins. Elles sont capables de supporter toutes les souffrances, et ceci dans la plus grande dignité. Quatrième affirmation, plus ou moins fondée, les hommes sont moins fidèles que les femmes. Voilà un cliché qui semble changer de bord. Paraît-il qu'une femme sur 3 de plus de 18 ans avoue avoir été infidèle. Côté homme, c'est plus de la moitié interrogée, soit 55%, qui affirment avoir trahi leur conjointe. Il paraîtrait d'ailleurs que plus l'homme vieillit, plus il est infidèle. Bon, eh bien nous on croyait justement qu'avec la libido qui entre en berne, la prostate qui bat de l'aile et votre physique qui n'est plus du jeune premier, vous alliez enfin vous calmer. Eh bien non. Un partout, balle au centre. Ces messieurs papillonneraient donc pour des raisons multiples. La peur de demander à leur compagne certains actes dégradants, l'insatisfaction conjugale et sexuelle, l'amour ou l'affection qui se sont amenuisés, le désir de nouveauté pour se prouver qu'il plaise encore, par faiblesse aussi, ou vulnérabilité temporaire, par peur de l'engagement ou par vengeance. Il est par contre courant de faire passer un homme coureur pour un Casanova, un épicurien ou un tombeur, et une femme infidèle pour une garce, une femme facile, une dépravée. Trouvez l'erreur. Mais peu leur importe les femmes d'aujourd'hui, de ce que l'on peut dire sur elles. Elles sont libres, indépendantes, et souhaitent vivre à l'égal de l'homme, tous sujets confondus. Mais il est certain que l'émancipation de la femme a changé quelques données au passage, dont cette constatation qui prouve que nous ne pourrons bientôt plus prononcer ce genre de cliché. Les femmes sont plus aptes à faire le ménage. Alors, si davantage d'hommes le faisaient,
et surtout s'il le faisait plus souvent, sans doute serait-il bon et meilleur. Trêve de plaisanterie. Le biologiste Charles Gerbat affirme que les bureaux des hommes seraient plus propres que ceux des femmes. En effet, celui de ces dernières compterait 4 fois plus de bactéries. Mais à contrario, 60% des hommes casés ne font pas le ménage d'après une étude du Crédoc. Donc difficile de savoir si ces messieurs le font mieux que nous, les petites abeilles laborieuses du foyer, qui butinons de pièce en pièce pour ranger et nettoyer le bordel de chacun de nos bien-aimés. Afin de donner une réponse à cette grande interrogation, messieurs, à vos balais. 6e affirmation, les femmes parlent trop. Mais que signifie réellement trop dans cette phrase? Emploient-elles trop de mots ou elles disent trop de choses, même celles qu'il ne faut pas dire? Je pencherai pour les deux cas. Je pense que parfois certaines ont tendance à trop vite se confier, voulant exorciser ce qu'elles ont sur le cœur. Elles vont déballer tout et n'importe quoi sans en mesurer l'impact. On ne peut pas tout dire à n'importe qui. La jalousie, la méchanceté, une personne mal intentionnée déballeront à qui voudront l'entendre ce que vous lui avez confié. Quant à la question, parlons-nous beaucoup plus qu'un homme, c'est évident. Et d'après Science World Report, alors que les hommes n'emploient qu'environ 13 000 mots par jour, nous en emploierions près du double, soit 20 000. Mais comme je l'avais évoqué plus haut, dès notre enfance, notre élocution est plus rapide et plus élaborée grâce à notre génétique. Autre affirmation, la 7e, les hommes ne savent pas faire 2 choses à la fois. C'est souvent ce que nous pourrons constater. Alors qu'une femme jongle régulièrement à effectuer plusieurs tâches, il semblerait que l'homme ne possède pas cette habileté et aurait davantage de mal à gérer 2 choses de front. Des études semblent confirmer que les hommes seraient monotâches. D'autres affirmeraient que quel que soit le sexe, le cerveau ne peut réaliser qu'une seule chose à la fois. Quand une femme fait la cuisine et fait faire les devoirs des enfants en même temps, elle fait quoi? Elle accomplit bien 2 tâches simultanément, non? Et nous pouvons donner ainsi de multiples exemples qui remplissent nos journées. Même une autre étude, une méta-analyse sur 2000 sujets, Neurosciences et Behavioral Review, ne montre pas de différence significative évidente entre les 2 sexes, en constatant que notre cerveau est capable de gérer 2 tâches simultanées, chacune d'entre elles pouvant être traitée par chaque lobe frontal. 8e affirmation, les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Oui, bon, c'est vrai que parfois on se perd un peu et que les cartes nous ennuient. Et surtout, lire une carte routière pendant que vous conduisez comme si vous étiez inscrit au rallye de Formule 1 nous donne des nausées. Du coup, on s'applique moins et nous sommes moins attentives. Bon, c'est un peu de mauvaise foi tout ça, j'avoue. Eh bien oui les gars, nous savons que vous êtes les meilleurs concernant les aptitudes spatiales. Mais, car il y a un mais, le Psychological Science de 2007 prouve que les femmes, s'entraînant 10 heures sur un jeu vidéo d'action concernant les itinéraires, s'avéraient être aussi fortes que les hommes. En fait, il leur faut juste un peu d'entraînement, car cette capacité ne leur est pas innée. 9e affirmation. Les hommes ne pensent qu'au sexe. Des chercheurs de l'université de l'Ohio, États-Unis, ont souhaité vérifier ce préjugé, et s'il est constaté que les hommes pensent 19 fois par jour au sexe, contre 10 fois chez la femme, effectivement c'est presque 2 fois plus, mais comme ils pensent également bien plus que nous à manger et à dormir, que dire? Ils semblent plus enclins à en parler, à vouloir des rapports, à regarder des sites pornographiques, à draguer, mais je pense aussi que tout dépend du travail que l'on fait, de l'occupation de notre esprit, de notre milieu social, de notre personnalité, de notre éducation et de chacun. Il y a des filles aussi beaucoup plus sexuelles que les hommes. Il y a donc tout, de tout, pour faire un monde. Quand on fait un comparatif entre la charge mentale de l'homme et de la femme,
Il est normal que la femme, au vu de son emploi du temps double, aura certainement moins tendance à penser à faire des cabrioles, des galipettes ou s'entraîner pour les 1001 positions du Kama Sutra. En 10e, une autre affirmation, les femmes sont beaucoup plus intuitives. Il semblerait en effet que les femmes ont une intuition, une forme de 6e sens, étant plus connectées, plus à l'écoute, plus sensibles, possédant des fonctions physiques et neuronales plus développées, exacerbées. Elles seraient donc plus à même de ressentir des choses instinctivement. La femme agit beaucoup plus par instinct, par ressenti, par intuition, et souvent cette pensée soudaine, inconsciente, irréfléchie, est loin d'être mauvaise, même souvent bonne. Quand on dit que les premières secondes comptent quand on se présente à quelqu'un, c'est bien le ressenti et l'intuition qui nous parlent et qui nous guident. Une étude scientifique espagnole, menée par un professeur de l'université de Grenade, sur 600 élèves, a été menée. Elle révèle que l'intuition féminine aurait une composante biologique et être en rapport avec une exposition à la testostérone durant la période prénatale des fœtus féminins, durant leur croissance dans le ventre maternel. C'est ce qu'affirment ces différents chercheurs Pompeu Fabra de Barcelone et Middlesex University dans un article publié il y a peu dans la revue Psychoneuroendocrinologie. Donc l'exposition prénatale à la testostérone a des effets sur notre organisation cérébrale qui vont déterminer tout au long de notre vie nos tendances et nos comportements. Les fœtus masculins qui vont recevoir davantage de testostérone influent sur le fait qu'ils soient plus audacieux et moins empathiques que les femmes. Côté audace, à voir, à vérifier. Moins empathique, nous avions remarqué. 11e affirmation, les filles sont nulles en maths. De nombreux scientifiques et ingénieurs féminines ont fait leurs preuves quant à leur grande capacité face aux maths, physique ou chimie. Le CNRS met en avant les filles à venir des mathématiques. Nous pourrons nommer entre autres Hypatie, une grecque, la première mathématicienne qui est née en 350 et morte en 415. Sophie Germain, Sofia Kovalevskaya, Charlotte Angas Scott, Marguerite Lair, Virginia Radzial, Olive Hazlett, Anna Pell-Wheeler et bien d'autres qui sont restées dans l'ombre de leur mari. Mais il est vrai que le degré d'émancipation, selon les pays qui ont participé à certaines études, entre en jeu au niveau des résultats. En effet, l'European University Institute de Florence, en Italie, et du Northwestern de Chicago ont testé 276 165 étudiants de 15 ans de 40 pays ayant effectué le test PISA, programme de l'OCDE, qui est en clair l'Organisation de coopération et de développement économique. En effet, les tests pour filles révèlent 10,5 de moins que ceux des garçons. Donc selon le niveau social et la place de la femme d'un pays à l'autre, les résultats ont plus ou moins d'écart. Donc plus l'égalité des sexes est importante, meilleurs sont les résultats. D'autre part, le psychologue américain Claude Steele de l'université de Stanford a mis en avant la menace du stéréotype. Un effet direct sur le comportement des individus. Dans les années 90, il a fait passer un test à 2 groupes d'étudiants du Michigan composés du même nombre de filles et de garçons. Dans le premier groupe, on leur dit « Les résultats font généralement apparaître une différence entre les deux sexes. » Et les résultats ont été catastrophiques pour les filles qui ont obtenu 5 sur 30, victimes des préjugés, alors que les garçons ont obtenu 25 sur 30. Dans le deuxième groupe, on leur avait dit « Les résultats de ces tests sont généralement équivalents entre les deux sexes. » Et là, les filles sans préjugés ont obtenu 18 sur 30 et les garçons 19 sur 30. Nous pouvons donc en conclure que les préjugés ont affaibli les filles et ont eu un effet stimulant chez les garçons pour le premier groupe. Et Claude Steele a prouvé
que ces menaces, ces stéréotypes concernent tout le monde. Des élèves filles et garçons européens soumis à ce même exercice et face à ces mêmes paroles, les Asiatiques ont eu un taux de réussite supérieur à ces tests. Ils ont totalement échoué. Des siècles et de nombreux combats afin que les capacités et les talents des femmes soient reconnus, qu'elles aient des droits, au même titre que les hommes. Malgré les luttes acharnées et continues de femmes assidues, aux convictions certaines, pour grignoter peu à peu des libertés légitimes, nous sommes encore loin de l'égalité que nous visons avidement. Certains pays ont pourtant lâché du lest et ont une certaine avance sur la France, qui reste mauvaise élève et bien ancrée dans des traditions erronées et obsolètes. Les habitudes, surtout les mauvaises, ont la dent dure. Et nombreux sont ceux qui pensent que la femme est vouée aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants, et ils supportent assez mal que leur conjointe puisse avoir une carrière plus brillante que la leur et percevoir un salaire supérieur. Et surtout, qu'elle ait pris une certaine dépendance, laissant aux hommes une impression amère qu'elles ont de moins en moins besoin d'eux. Le passage à l'an 2000 n'a pas fait bugger que le système informatique. Les mâles, purs et durs, ont aussi eu du mal à assimiler l'émancipation des femmes, leur liberté, leurs droits, leur capacité à faire autant, voire mieux qu'eux, certaines tâches. Et pour certains, l'évolution des espèces a fait un arrêt sur image. On remonte le fil d'Ariane, afin de se sortir des méandres inextricables de ce fameux labyrinthe où de nombreux minotaures nous retiennent pieds et mains liés. Simone de Beauvoir nous a dit « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes, nos droits, soit remis en question. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » 2 ans après la Révolution de 1789, une date fossile qui a laissé son empreinte et demeure dans tous les esprits, les lois changent et se tournent peu à peu à l'avantage des femmes. 1791, institution du mariage civil et laïque. Pour la première fois en France, le sacrement du mariage ne s'avère plus nécessaire pour fonder légitimement une famille. L'acte civil n'a plus aucune valeur religieuse et l'acte religieux n'a plus de valeur civile. La même année, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Mais rien ne se passe. Pourtant, et le Code Napoléon en 1804 la relègue au rang inférieur et lui rappelle son devoir d'obéissance envers son mari. En 1792, institution du divorce. Désormais, le mariage pourra être dissous, sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. En 1804, le Code civil consacre l'incapacité juridique totale de la femme mariée. En 1816, la loi Bonald abolit le divorce. Et 1838, ouverture de la première école normale d'institutrices. En 1850, grâce à la loi Fallou, toute commune de plus de 800 habitants devra créer une école pour les filles. En 1881, les lois Jules Ferry permettent d'instaurer l'enseignement primaire obligatoire, public et laïque, ouvert tant aux filles qu'aux garçons. Cette même année, création de l'École normale supérieure de Sèvres, formant les professeurs féminines pour l'enseignement secondaire. En 1884, la loi Naquet réintroduit un seul cas de divorce, celui pour faute. En 1892, interdiction aux femmes de travailler la nuit. En 1907, les femmes mariées peuvent désormais disposer librement de leur propre salaire. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les femmes sont électrices et éligibles au Conseil des prud'hommes. En 1909, une loi institue un congé de maternité de 8 semaines sans rupture du contrat de travail. La Première Guerre mondiale démontre que les femmes ont un rôle important
voire primordial au niveau économique. En 1919, création du baccalauréat féminin. Pourtant, le 16 août 1861, sous le règne de Napoléon III, une institutrice, Julie Victoire Daublé, militante engagée sur le droit des femmes, passe son baccalauréat à Lyon et le réussit. Mais le ministre de l'Instruction publique de l'école refusera de signer le document afin, dit-il, de ne pas ridiculiser le ministère. Il faudra donc patienter jusqu'à son successeur Victor Duruy, qui en avril 1967 fera voter une loi imposant l'ouverture d'écoles publiques réservées aux filles. 1920, les femmes peuvent adhérer à un syndicat sans l'aval de leur mari. En 1924, les programmes d'études dans le secondaire deviennent identiques pour garçons et filles, ce qui entraîne l'équivalence des sujets pour le baccalauréat. En 1925, création de l'école polytechnique féminine, la première école d'ingénieurs réservée aux femmes. En 1936, les premières femmes sont acceptées au gouvernement. Cécile Brunswick, Suzanne Lacorre, Irène Joliot-Curie, qui n'est autre que la fille de Marie Curie, Marie et Paul Curie. 1938, une nouvelle réforme sur les régimes matrimoniaux supprime l'incapacité juridique de la femme, l'époux conservant seul le droit d'imposer le lieu de résidence, d'autoriser ou non l'exercice d'une profession pour sa femme. Il garde également l'autorité paternelle sur ses enfants. En 1942, depuis 1923, l'avortement était considéré comme un délit. Il redevient crime contre la sûreté de l'État et il est désormais puni par la peine de mort. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et l'éligibilité par ordonnance du 21 avril. Mais elles devront patienter jusqu'au 29 avril 1945 pour pouvoir effectivement voter. La tête haute, en un ruban coloré et charmant, elles se rendent aux urnes sans coup férir et expriment leur volonté politique. Un an plus tard, soit le 27 octobre 1946, la loi dit Marthe-Richard inscrit dans le préambule de la Constitution « La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux des hommes ». Une loi qui semble bien peu appliquée, et même de nos jours. En novembre 1947, la première femme ministre est nommée Germaine Poinçon-Chapuis. Elle sera chargée du ministère de la Santé publique et de la Population. Et il faudra ensuite attendre la nomination en 1974 de Simone Veil pour qu'une femme obtienne cette même fonction. En 1949, Simone de Beauvoir écrira « On ne naît pas femme, on le devient ». En 1955, l'avortement thérapeutique est autorisé. Aux États-Unis, le docteur Gregory Pincus met au point la pilule contraceptive. En 1956, création du mouvement La maternité heureuse afin de mieux contrôler les naissances. 1959, mise en place progressive de la mixité dans l'enseignement secondaire. En 1960, à la suite logique de la maternité heureuse, le mouvement français pour le planning familial permet une meilleure connaissance au niveau de la sexologie et le droit à la contraception et à l'avortement. Et la même année, la France ratifie la Convention des États-Unis pour la suppression et la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Le fichier sanitaire recensant plus de 30 000 personnes est alors supprimé. Ça, c'est fait. Au suivant. Le 13 juillet 1965, une page se tourne et une loi permet aux femmes de gérer leurs biens propres et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Cette loi fondamentale sur les régimes matrimoniaux leur apporte une réelle émancipation juridique. 1965, il est interdit de licencier une femme enceinte et également durant les 12 semaines suivant son accouchement. La femme peut exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de son époux. Elle peut ouvrir un compte en banque en son propre nom.
Le 13 juillet 1965, une page se tourne et une loi permet aux femmes de gérer leurs biens propres et d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari, une loi fondamentale sur les régimes matrimoniaux qui leur apporte enfin une certaine liberté. 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception, sans lever pour autant l'interdiction de toute publicité en dehors des revues médicales. La loi du 28 décembre 1967, dite Neuwirth, autorisera la contraception et la liberté de faire ou non des enfants, mais plus ou moins tergiversée, elle ne sera effective qu'en 1971. En 1970, l'autorité paternelle devient l'autorité parentale. Désormais, la notion de chef de famille pour l'homme est supprimée. Les époux assureront ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Le 26 août 1970, le MLF est né. En symbole, une dizaine de femmes se rendront sous l'Arc de Triomphe afin de poser une gerbe de fleurs avec pour inscription « À la femme du soldat inconnu ». 1971, décret d'application de la loi Neuwirth après 4 ans d'attente. 1972, la loi du 22 décembre relative à l'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes. Donc, vu que la loi existe, que nul n'est censé ignorer la loi, ne nous laissons plus avoir sur les différences de salaire. Enfreindre la loi est un délit grave, et ça fait plus de 50 ans que ça dure, et que tout le monde passe outre. La loi date quand même de 1972. Cette même année, création des centres de planification ou d'éducation familiale, d'établissements d'information, de consultation et de conseil familial. Possibilité également pour la femme mariée de contester la paternité du mari et de reconnaître un enfant sous son nom de naissance. Mixité également de l'école polytechnique. 1973, création du Conseil supérieur de l'information sexuelle concernant la régularisation des naissances et de l'éducation familiale. En 1974, remboursement des frais relatifs à la pilule ainsi qu'au stérilet par la Sécurité sociale. 1975, votée pour 5 ans, la loi Simone-Veil du 17 janvier dépénalise l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et la loi du 11 juillet vient compléter le Code du travail en ce qui concerne les règles particulières du travail des femmes, la discrimination fondée sur le sexe, notamment en matière d'embauche. Une autre loi du 11 juillet porte réforme sur le divorce et instaurant le divorce par consentement mutuel. Le choix du lieu de résidence des 2 époux avec la possibilité d'opter pour 2 domiciles différents. 1977, pour les entreprises employant plus de 200 salariés, création du congé parental pour les femmes. Et pour les agricultrices, création d'une allocation de remplacement maternité. En 1978, extension de la qualité d'ayant droit d'une assurance sociale à la personne vivant maritalement avec lui. 1979, l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie est supprimée pour les femmes occupant des postes de direction ou des postes techniques à responsabilité. Et vote définitif de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. En 1980, des mesures sont prises en compte concernant la reconnaissance de l'activité professionnelle des conjointes d'agriculteurs. La loi du 23 décembre établit une nouvelle définition du viol en l'élargissant au viol conjugal qui est reconnu. Les associations peuvent se porter partie civile dans les procès pour viol. 1981, création d'un ministère sur les droits des femmes. 1982, remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale. Et la loi du 10 juillet offre la possibilité aux conjoints des commerçants et d'artisans travaillant dans l'entreprise familiale d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié, leur créant des droits propres en matière de couverture sociale. Instauration d'un congé de maternité rémunéré
pour l'ensemble des femmes des professions non salariées et non agricoles. En 1983, la loi Roudy du 13 juillet porte réforme des codes du travail et pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. En droit fiscal, la notion du chef de famille est supprimée. La double signature devient donc obligatoire sur la déclaration de revenus d'un couple marié. Ratification également par la France de la Convention internationale sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, Convention de New York de 1980. 1984, recouvrement des pensions alimentaires impayées par l'intermédiaire des caisses d'allocation familiale. Égalité des époux quant à la gestion des biens de la famille et des enfants. Ouverture du congé parental à chacun des parents salariés sans distinction de sexe. En 1985, possibilité d'ajouter au nom porté par l'enfant le nom de l'autre parent, en général le nom de la mère, en tant que nom d'usage. Création de l'allocation parentale d'éducation. En 1990, la loi du 10 juillet permet aux associations luttant contre les violences familiales de se porter partie civile. En 1991, première femme nommée Premier ministre, Édith Cresson. 1992, la loi du 22 juillet reconnaît le délit de harcèlement sexuel dans les relations de travail. En 1993, la loi du 8 juillet pose le principe de l'autorité parentale conjointe à l'égard de tous les enfants légitimes ou naturels, et quelle que soit la situation des parents, mariage, séparation ou divorce. En 1998, une circulaire relative à féminiser les noms de métiers. En l'an 2000, la loi du 6 juin crée l'égalité quant à l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, etc. La liste est encore longue, mais les suivantes, vous les connaissez déjà. En vous citant cette liste non exhaustive des grands changements faits en faveur des femmes, on pourra constater aisément que d'une part, certaines lois ne semblent pas appliquées, et d'autre part, qu'il a fallu de nombreuses années pour arriver au sein de cette société une place qui est pourtant bien fragile et bien peu respectée. Et face à ce terrible constat, nous ne pouvons que déduire que l'homme a toujours sa place de mâle, de conquérant, de maître, de chef, de leader, et ce malgré toutes les lois existantes qui notent le contraire. Nous avons en tant que femmes beaucoup de chemin à faire pour revendiquer notre force, nos capacités, notre intelligence et notre combativité, et toutes ces facultés qui font que sans nous, le monde serait pire. Et si nous en sommes là aujourd'hui, dans un chaos difficile à maîtriser, c'est que la testostérone, le pouvoir et l'argent, le paraître, l'arrivisme, l'atavisme ont envahi notre planète, sans foi ni loi. Pourtant, certains ont su se détacher de cette avidité grandissante et ont laissé de belles empreintes, de grands personnages qui ont changé le monde, qui ont révolutionné l'histoire, qui ont amélioré nos vies, qui ont fait aussi grandir notre esprit. Johannes Gutenberg, 1400-1468, qui en 1454 invente l'imprimerie en créant des caractères en plomb, mobiles, permettant ainsi de tirer les livres en plusieurs exemplaires. Léonard de Vinci, 1452-1519, connu principalement en tant qu'artiste, grâce notamment à sa célèbre Joconde, Mona Lisa, qui est admirée chaque année par plus de 7 millions de visiteurs. Mais pas que. Léonard était aussi un précurseur, un savant, un rêveur, cet homme aux multiples passions, l'art, l'astronomie, l'anatomie, l'architecture, la botanique, l'ingénierie, la mécanique, que nous avons pu découvrir dans son carnet, son recueil de 6000 pages, où de multiples inventions, annotations et schémas étaient soigneusement transcrits au fil de son imagination fertile. Rien ne semblait impossible pour cet homme, de prime abord, loufoque et rêveur. Christophe Colomb, 1451-1506, bien connu en tant que colonisateur et explorateur, mais surtout par sa découverte du nouveau continent.
Nicolas Copernic, 1473-1543. D'origine polonaise, où il fait une partie de ses études avant de regagner l'Italie, Bologne, où il va étudier plus particulièrement l'astronomie, en plus des mathématiques et de la médecine. Nul ne connaît comment fonctionne notre planète, le Soleil et les autres astres. Ces recherches approfondies le mènent à croire que le Soleil est au centre de l'univers et que la Terre ainsi que les autres planètes ne sont que de modestes satellites. C'est ce qu'on en appelle l'héliocentrisme. Léonard de Vinci et Galilée se serviront notamment de cette théorie pour mener leurs propres recherches. Parlons de Galilée, 1564-1642. Astronome, géomètre, mathématicien et physicien italien. Depuis 1680, il est considéré comme étant le fondateur de la physique, première des sciences exactes modernes. Il a soutenu la thèse de Copernic, qui dit que la Terre tourne autour du Soleil et n'est qu'une planète au sein d'un système solaire. John Locke, 1632-1704. Ce philosophe anglais est un des fondateurs de l'état de droit, connu essentiellement pour sa théorie selon laquelle l'expérience est à l'origine de la connaissance, une théorie qui sera primordiale dans toutes les découvertes. Il prône la liberté, le libéralisme, et revendique haut et fort la limitation des pouvoirs du souverain. Isaac Newton, 1642-1726, qui fut un véritable personnage emblématique des sciences. Alchimiste, astronome, mathématicien, physicien, philosophe et théologien, il est le fondateur de la mécanique classique et théoricien de la gravitation universelle en démontrant le déplacement des objets sur Terre et des corps célestes gouvernés par la même gravité. George Washington, 1732-1799. Président des États-Unis durant deux mandats où il consacre son temps à unifier le pays, considéré comme l'un des pères fondateurs. En hommage à ce grand homme, son nom a été donné à la capitale des États-Unis et à l'un de ses États. On peut voir son effigie sur la pièce de 25 cents et le billet de $1. James Watt, 1736-1819. Cet ingénieur écossais optimalise la machine à vapeur, source d'énergie principale à l'époque, bateaux et locomotives. Le watt a été donné en unité internationale en hommage à ses recherches. Antoine Lavoisier, 1743-1794. Chimiste, économiste et philosophe français, il est le père incontesté de la chimie moderne. L'oxydation, l'état de la matière, les composants de l'eau et de l'air n'ont aucun secret pour lui. C'est à lui que reviennent les noms d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, suite à ses nombreuses recherches. Thomas Jefferson, 1743-1826. Troisième président des États-Unis, il promulgue la loi interdisant l'importation des esclaves en 1807. Il est l'un des principaux rédacteurs quant à la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Il protège les échanges maritimes et commerciaux face à l'hostilité anglaise et aux pirates. C'est lui qui va négocier avec Napoléon Bonaparte afin que la Louisiane lui soit vendue. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. L'enfant autrichien prodige qui est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique européenne. Il révèle à son entourage, et ceux dès 3 ans, un don inné pour la musique. Il commence le clavecin à 5 ans, compose ses premiers menuets et donnera ses premiers concerts à travers l'Europe dès 7 ans. On dit de lui qu'il a l'oreille absolue et il excelle autant au piano qu'au violon. Ce petit génie de la musique, décédé jeune à l'âge de 35 ans, il laissera néanmoins plus de 600 œuvres superbes et inoubliables. Sa dernière, le Requiem, commandé par un inconnu, fut son linceul.
obsédé par cette œuvre qu'il s'appropria comme s'il écrivait pour sa propre mort. Épuisé, malade, à la limite de la folie, son œuvre resta inachevée. C'est son élève, Franz Steinmeier, qui la termina en hommage à ce grand maître de la musique.